Venons-en à quelques points particuliers sur Besançon. Madame Lavaux, vous aviez signalé lors de notre entretien préparatoire à cette séance que Besançon présentait certains traits de singularité et vous avez notamment insisté sur l'importance accordée au haut Moyen-Âge. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Oui, juste quelques mots, même si je ne me sens pas spécialiste de Besançon, mais pour avoir accompagné cette direction scientifique et pour pouvoir être aussi à même à faire la comparaison avec d'autres villes qui ont fait l'objet également d'un atlas. En général, et Ézéchiel vient de le signifier par l'effet source auquel il fait référence dans nos effets de périodisation. En général, le haut Moyen Âge est absolument sous-représenté en matière de sources, qu'elles soient textuelles, c'est une évidence, mais qu'elles soient aussi archéologiques, faisant que souvent la période est dominée par des représentations très controuvées, notamment l'idée de l'anémie, l'idée de la rétraction urbaine, et qui influent évidemment sur notre façon de penser ce moment décisif entre Antiquité tardive et Moyen Âge central, tout du moins pour les périodes, on va dire, 6e, 8e, 9e siècle, qui sont souvent des périodes qu'on a énormément de mal à appréhender et sur lesquelles les représentations pèsent le plus dans la lecture de la fabrique urbaine. Et c'est une des grandes particularités de Besançon que pour cette période-là, justement, la ville soit mise en lumière à un moment central en matière de constitution du groupe épiscopal, d'affirmation du rang de cité de Besançon dans son diocèse et dans la hiérarchie justement chrétienne qui se met en place à cette période. Eh bien, Besançon donne à voir effectivement tant d'un point de vue monumental, puisque en matière de sources archéologiques, les données ont été particulièrement nombreuses pour restituer ce groupe épiscopal, qu'également par le croisement avec les sources textuelles, qui ici sont un peu plus nombreuses qu'ailleurs, et qui permettent que, paradoxalement, par rapport aux autres atlas, ce chapitre consacré à Besançon dans la période paléochrétienne au Moyen-Âge soit le plus gros des chapitres de l'Atlas de Besançon. Et là, on a effectivement un apax, alors que d'habitude, évidemment, ces chapitres essaient de tirer le plus possible le fil des sources, mais que celles-ci sont extrêmement réduites. Comme le dit Sandrine, oui, pour Besançon, le haut Moyen-Âge n'est pour une fois pas réduit à la portion congrue. Et parmi, je pense, les belles découvertes qu'il y a évidemment la christianisation, qui est une marque transversale de toutes les agglomérations et de toute l'histoire urbaine ou rurale de cette époque. Mais ce qui est aussi sensible dans le cas byzantin, c'est la grande continuité d'un certain nombre de structures qu'il y a entre l'Antiquité tardive et l'époque franque, alors que l'historiographie habituelle voit avec l'arrivée franque une rupture fondamentale, un peu poussiéreuse bien sûr dans cette historiographie qui pèse sur nous, mais que là l'Atlas vient revigorer et renouveler d'une très très belle manière, à la fois pour Besançon, mais au-delà bien sûr pour ce que ça veut dire de cette époque dans l'historiographie nationale. De manière plus générale, l'un ou l'autre pouvait prendre la parole à cette question. Est-ce qu'on peut dire que aussi la qualité de l'ouvrage de Besançon tient à une solide pratique d'archéologie municipale ? Ce que l'on peut dire, c'est que c'est un atlas qui fait bilan. Et c'est en général les atlas les plus porteurs d'un point de vue de la somme scientifique qu'ils offrent, puisque les deux directeurs scientifiques, effectivement, qui ont porté Besançon, font partie du service municipal de la ville de Besançon et ont donc été partie prenante des grandes avancées archéologiques de ces dernières années, dont ils ont vraiment eu capacité à faire synthèse. Et ça, je crois que on a là un atlas qui, en ce sens, est extrêmement heuristique, et à la fois parce qu'il fait bilan et à la fois parce qu'il ouvre sur de nouvelles interrogations sur la ville. Et ça, je crois qu'il n'y a pas meilleure
production que de se retrouver dans cette double posture, de poser les données actuelles et d'ouvrir des questionnements sur l'avenir qui puissent orienter les nouvelles recherches, qu'elles soient archéologiques ou historiques. Donc à ce titre, là je crois qu'effectivement on a un atlas exemplaire et ce n'est pas parce que ils ont tous les deux une formation d'archéologue que la part de l'histoire y est réduite. Au contraire, on a vraiment un regard historique qui est donné sur l'intégralité des périodes. Et j'insiste parce que je ne voudrais pas qu'on imagine que parce qu'on a deux directeurs archéologues, on a là un ouvrage qui serait purement de la littérature archéologique. On a au contraire la belle symbiose qui peut se faire de ces deux disciplines au service d'une relecture à nouveau frais de l'histoire de Besançon. Oui, moi je voudrais compléter ton point de vue en signifiant aussi combien le développement de l'archéologie préventive et l'élaboration désormais de services archéologiques dans de grandes agglomérations, de grandes communautés urbaines, fait de l'Atlas un outil tout à fait idoine pour dialoguer avec ses collègues et tous leurs projets. Si on me permet de faire une digression, dans le cadre du programme sur les villes-têtes de l'Aquitaine, où nous avions publié après Bordeaux un certain nombre d'atlas sur Périgueux, Pau, Bayonne, Mont-de-Marsan, Agen, eh bien ces atlas qui ont été reversés auprès du service régional de l'archéologie constituent un socle de données majeur pour orienter le diagnostic archéologique et surveiller véritablement les processus d'urbanisation actuels qui pourraient impacter le sol. Et je pense que le service archéologique de Besançon, dirigé par Marie-Laure Biassi et puis qui a intégré donc Thomas Chenal, qui est archéologue et cartographe aussi au sein de ce service, l'originalité de leur projet, c'est de se dire on a besoin de produire des données archéologiques pour gérer la sensibilité archéologique urbaine, mais au lieu de le faire dans un entre-soi de service, on pense qu'une collection qui offre cette dimension et qui offre aussi cette structure pourrait permettre à la fois d'être un outil tout à fait adapté à l'échelle locale, mais permet aussi de porter Besançon ailleurs, à une échelle beaucoup plus forte. Et en ceci, nous remercions véritablement ces deux collègues de cette lancée dans la longue aventure de réalisation d'un atlas. Je me permets de rebondir de nouveau parce que tu me pointes effectivement l'idée qu'un atlas est multifonction. Bien sûr, il est d'abord socle de connaissances à l'échelle des chercheurs. Deuxième point, effectivement, c'est un outil au service des acteurs de l'urbain. On voit bien dans des collectivités territoriales, municipales, etc., à toutes les échelles d'intervention, combien il va être référentiel. C'est important, même si ce n'est pas un outil immédiatement pratique qui va servir des plans d'urbanisme, il n'empêche qu'il demeure l'outil de référence d'un point de vue du risque archéologique et historique. Et enfin, troisième niveau de public, c'est celui d'un grand public érudit qui, dans un atlas, trouve aussi matière à son goût pour le patrimoine, d'autant que si on est là dans une littérature scientifique, ça reste quand même des ouvrages qui sont accessibles au grand public et à qui ça va aussi servir de socle de connaissances sur une ville.